Alors dans cet exercice, on nous donne l'enregistrement numérique d'un son qui a été fait avec un oscilloscope qui est relié à un microphone. On observe un signal et on nous demande d'expliquer d'abord en quoi ce signal correspond à un son musical. Donc on voit que le signal obtenu est complexe mais qu'il présente néanmoins une périodicité. C'est ça qui lui confère son caractère musical. Donc pour déterminer la hauteur du son, on va déterminer la période du signal. Donc pour trouver la période du signal, on va essayer de retrouver des points qui sont identiques. Alors si on prend ces deux points-ci, ils sont identiques par exemple. Mais pour la lecture ici, on peut prendre deux points facilement lisibles. Celui-ci et puis celui-ci sont deux points qui sont absolument identiques. On va prendre mesurer la durée qui s'écoule entre ces deux points et on mesure une période de 5 millisecondes. Donc ici, on a T, donc qui est la période du signal, donc 5 millisecondes. Et on va pouvoir en déduire la fréquence du signal qui est aussi la hauteur du son. Donc la hauteur du son, c'est également la fréquence du signal. Donc la fréquence f du signal qui se calcule en faisant f égale 1 sur t. Donc il faut veiller à respecter les unités. La période, on l'exprime en secondes pour obtenir une fréquence qui sera en hertz. Donc ici, avec une période t donc de 5 millisecondes, c'est-à-dire 5 10-3. Donc on va avoir ici 1 sur 5 10-3, c'est-à-dire 10 puissance 3 sur 5, 1000 sur 5, c'est-à-dire 200. 200 Hz, c'est la hauteur du son. Donc maintenant, il s'agit de représenter l'allure du spectre fréquentiel. Alors c'est plus trop au programme, mais on peut l'expliquer tout de même le principe. Il faut savoir qu'un signal, quand il est périodique, même s'il est complexe, donc un signal dépendant du temps, eh bien, peut se décomposer. Donc ça, c'est quelque chose qui a été démontré par Fourier. Ça peut se décomposer comme une somme de signaux sinusoïdaux de fréquences f, 2f, 3f, etc. Donc mathématiquement, on peut juste expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc en fait, on peut dire que le signal S de t peut s'obtenir comme une somme de signaux sinusoïdaux. Donc ça, c'est un signal sinusoïdal de fréquence f et d'amplitude A1. Donc ça constitue ce qu'on appelle le fondamental. Donc le fondamental. Donc on voit que le fondamental, sa fréquence, c'est la fréquence du signal, donc c'est aussi la hauteur du son. Et puis on peut poursuivre la décomposition avec différentes amplitudes. Et en fait, les fréquences de ces autres sinusoïdes sont des multiples de la fréquence du fondamental. Donc on aura ici 2f, donc fois t, plus phi2. Et puis il y aura d'autres harmoniques, donc ici A3. Et puis de la même façon, donc une fréquence triple, etc., etc. Donc en fait, ces différents signaux s'appellent les harmoniques. Donc on peut réaliser la décomposition spectrale d'un son pour retrouver ces différentes composantes. Donc ce qui nous donne ce qu'on appelle un spectre fréquentiel sur lequel on porte sur l'axe des ordonnées les amplitudes, et puis en abscisse on porte les fréquences. Donc on a donc ici la fréquence du fondamental, donc f, et puis les harmoniques, donc fréquences multiples, 2f, 3f, 4f, etc. Et en ordonnée, on porte, donc on fait un diagramme en bâton avec en ordonnée les amplitudes, donc ici A1 pour le fondamental,
ici une amplitude A2. Voilà. Donc là, en fait, on connaît pas les valeurs, donc c'est juste l'allure du signal. Donc ici, avec A1, ici une hauteur A2, etc. Ici, A3. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle le spectre fréquentiel du signal. Si on avait enregistré le signal émis par un diapason, donc un diapason, on sait que ça émet un signal qui est purement sinusoïdal, donc c'est ce qu'on appelle un son pur, et dans la mesure où une sinusoïde se décompose en elle-même, donc on peut l'écrire, hein, pour un son pur, on aurait un spectre qui serait limité à un seul bâton de fréquence f. Voilà. Alors poursuivons l'exercice. Donc on nous dit qu'on a enregistré le niveau sonore correspondant au son émis par une guitare. Donc on a placé le sonomètre à 1 mètre de distance pour un niveau sonore de 60 décibels. Alors dans la question 2.1, il s'agit de déterminer l'intensité sonore qui correspond à ce niveau sonore. Donc ça fait appel à la relation connue entre le niveau sonore et l'intensité sonore. Donc cette relation, c'est 10 log de I sur I0. Donc on sait que I0, c'est une référence et qui vaut 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Donc ce qu'on va faire, c'est isoler l'inconnu qui est donc I. Donc ce qu'on va faire ici, c'est utiliser le fait que si Y est égal à log de X, mathématiquement, c'est équivalent à X égale 10 puissance Y. Donc il s'agit de présenter les choses de la même manière. Donc c'est la raison pour laquelle on peut écrire ici L sur 10, qui est égal à log de I sur I0. Donc là, on a bien une forme similaire, avec ici donc Y, qui vaut log de X, avec X qui est I sur I0. Donc ça, c'est équivalent à dire que X, donc I sur I0, est égal à 10 puissance Y, c'est-à-dire 10 puissance L sur 10. Donc, on en déduit que l'intensité sonore I sera égale à I0 fois 10 puissance L sur 10. Donc, c'est cette expression qu'on va utiliser maintenant pour le calcul. Donc, I égale donc 10 moins 12 que multiplie 10 puissance, alors L sur 10, L qui vaut 60, donc 60 sur 10, ça fait 6. Ça nous donne 10 puissance moins 6 watts par mètre carré. Donc c'est donc l'intensité sonore qui correspond à un niveau sonore de 60 dB. Donc maintenant, on va également proposer un encadrement pour l'intensité sonore. Alors l'encadrement, donc j'ai besoin pour cela de connaître l'incertitude delta de I. Donc delta de I, donc c'est l'incertitude absolue que l'on va pouvoir calculer au moyen de la formule. Donc l'incertitude absolue, si on isole delta de I, on peut dire que delta de I, ça sera I que multiplie delta de L, l'incertitude absolue sur le niveau sonore, et multiplié par ln de 10 sur 10. Ici, il faut se méfier parce que ln, c'est le log népérien, c'est pas le log décimal, mais on le trouve sur la calculatrice. Donc, quand on passe au calcul, donc on va trouver que delta de I, donc delta de I, eh bien, ça sera I, c'est-à-dire 10 moins 6, que multiplie l'incertitude absolue sur le niveau sonore. Donc on a une incertitude de 1 décibel, donc fois 1, et on multiplie par ln de 10 sur 10. Donc ça se calcule avec la calculatrice, et on trouve une incertitude qui est égale à 2 10 moins 7.
Donc 2 10-7. Donc on va arrondir par excès. Alors évidemment, c'est toujours des watts par mètre carré. Donc ensuite, on va pouvoir proposer un encadrement pour I. Donc on voit que ici, hein, donc on peut dire que 10-6 c'est 10-7 watts par mètre carré, c'est exactement pareil. Et donc l'intensité sonore est comprise entre donc 10-7 moins 2-7, c'est-à-dire 8-7. Donc 8-7 watts par mètre carré. Et puis 10-7 plus 2-7, c'est-à-dire 12-7. Donc on a bien proposé un encadrement en ce qui concerne l'intensité sonore à 1 mètre de distance pour un niveau sonore de 60 décibels. Alors, question 2.2. Quelle est la puissance sonore reçue par l'oreille? Alors, pour répondre à cette question, on se rappelle que l'intensité sonore, eh bien, c'est défini par le rapport de la puissance sonore par la surface du détecteur. Donc ici, la surface de l'oreille, on la prend égale à 1 cm². Donc, on va pouvoir calculer la puissance P en faisant P égale I fois S. Donc, attention ici au niveau des unités. Une surface qui s'exprime en mètres carrés. Donc, une surface en mètres carrés. Une intensité sonore en watts par mètre carré. Et donc, une puissance en watts. Donc, au niveau du calcul, donc on va avoir P égale I, qui vaut donc 10-6, et une surface S qu'il faut convertir en mètres carrés. Alors, on va expliquer la conversion. 1 cm², c'est combien de mètres carrés? Eh bien, 1 cm², c'est 10-2 mètres, donc 1 cm au carré. Donc, ça va nous faire 10 puissance moins 4 mètres carrés. Donc, ça fait 10-6 fois 10-4. Et donc, 10-10 watts. Donc, ça, c'est la puissance sonore que reçoit l'oreille. Suivant. Donc, pour la question 2-3, on nous dit maintenant que on a 3 guitares qui jouent chacune avec le même niveau sonore que précédemment. Donc, trois guitares qui jouent, donc chacune joue indépendamment un niveau sonore de 60 décibels. Donc, quel va être le niveau sonore qui résultera du fonctionnement des 3 guitares en même temps? Eh bien, on sait que le niveau sonore n'est pas une grandeur additive, seule l'intensité sonore est une grandeur additive. Donc, on aura une intensité sonore nouvelle, qu'on peut appeler I', qui sera 3 fois plus importante que l'intensité sonore précédente. Donc, le nouveau niveau sonore, L', qui est toujours relié à l'intensité sonore par cette relation. Donc, on va écrire que c'est donc 10 log de I' sur I0. On remplace l'intensité sonore par 3 fois I. Et on peut faire apparaître ici. Alors, ce qu'on va faire apparaître ici, c'est le niveau sonore précédent. L'idée, c'est d'utiliser la propriété mathématique selon laquelle le logarithme du produit de deux nombres, c'est la somme de leur logarithme. Donc ici, j'ai bien un produit, donc je vais pouvoir dire que c'est 10 log de 3 plus 10 log de I sur I0. Donc ici, je retrouve le niveau sonore initial et 10 log de 3, quand on fait le calcul, on trouve 4,7.
Donc en fait, le niveau sonore, il augmente de 4,7 décibels. Donc comme il était égal précédemment à 60 décibels, eh bien il va passer à 64,7 décibels. Donc ça, c'est le fait que les trois guitares jouent maintenant en simultané. Alors, question 2-4. Donc ce qui se passe maintenant, c'est que l'auditeur se place à 4 mètres de la scène. Donc on aura un nouveau niveau sonore qui sera plus faible. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc on sait que l'intensité sonore décroît avec le carré de la distance. Donc on sait que l'intensité sonore décroît avec le carré de la distance. Donc on avait un certain niveau sonore, donc c'est toujours avec trois guitares. Donc on avait un niveau sonore qui était L', donc à une distance de 1 mètre. Donc on aura un nouveau niveau sonore qu'on peut appeler S seconde à une distance de 4 mètres. Alors ce qui se passe, c'est que ici on avait une intensité sonore donc qui était I', ici on aura une nouvelle intensité sonore qui sera I seconde, mais le I seconde est lié à I', dans la mesure où on est à une distance 4 fois plus grande, l'intensité sonore va être divisée par 4 au carré. Donc I seconde, ça sera I' sur 4 au carré, c'est-à-dire sur 16. Donc on peut exprimer le nouveau niveau sonore, donc toujours de la même façon, 10 log de I seconde sur I0. On peut l'écrire en fonction de I', ici 16 fois I0. On peut utiliser toujours le fait que le logarithme d'un produit, c'est la somme des logs. Donc en écrivant que c'est 10 fois log de 1 sur 16 fois I' sur I0. I' sur I0. Donc on peut procéder ici à l'utilisation de cette formule pour dire que L seconde, eh bien ça sera 10 fois log de 1/16 plus L'. Donc ce qu'on va chercher ici, c'est l'atténuation. Donc l'atténuation, alors qu'on peut parler d'atténuation géométrique. Donc l'atténuation géométrique qui est due à l'éloignement de l'auditeur. Donc il est clair que L seconde sera plus petit que L', puisqu'on s'éloigne de la source. Donc si on veut une atténuation positive, on peut faire L' moins, on va faire L' moins L seconde. Donc L' moins L seconde qui sera donc moins 10 fois log de 1 sur 16. Donc ici, il faut bien voir que log de 1 sur A, c'est moins log de A. Donc ici, je vais avoir moins 10 que multiplie moins log de 16. Ou encore 10 log de 16. Alors 10 log de 16, en fait, on peut utiliser le fait que 16 c'est 2 puissance 4. Et on peut utiliser le fait que log de A puissance n, c'est n log de A. Donc en fait, on voit que l'atténuation qu'on peut appeler A, eh bien ça sera 4 fois 10 log de 2. Alors la raison pour laquelle je passe ici par par 10 log de 2, c'est parce que 10 log de 2, c'est une valeur qui est connue. 10 log de 2, c'est 3. Donc ici, j'aurai donc 4 fois 3, donc ça fera une atténuation de 12 décibels. Donc le fait de s'éloigner, de se placer à 4 mètres de distance,
le niveau sonore va diminuer, il sera atténué de 12 décibels. 12 décibels. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair.